pour nous raconter cette partie du périple qui a mené au forum à laquelle Émilie évoquait. On a construit on a échangé pendant 3 mois avec plus de 60 personnes d'une quarantaine d'organisations, donc probablement plusieurs de vous dans la salle ou en ligne, pour aller discuter du bien public et du bien commun. Et Émilie et sa collègue Jessica ont été les 2 personnes qui ont eu cette responsabilité d'aller jaser avec les gens et qui ont, pour les prochaines minutes, la responsabilité de nous présenter les faits saillants. Donc, Émilie et Jessica, je vous invite à venir sur scène pour nous raconter, nous résumer ce que vous avez entendu au cours des 3 derniers mois. Alors, rebonjour tout le monde. Donc, quelques mots sur la démarche Préforum. Pierre et Daniel en ont déjà dit quelques mots, donc je vais quand même essayer d'aller rapidement sur qu'est-ce qu'on a fait, mais on va rentrer un peu plus dans le contenu après cette première diapo. Donc, vraiment, 3 grandes idées ou 3 grands mots pour comprendre qu'est-ce qu'on a fait. Co-construction, consultation et partage. Donc, dès le départ, on s'est dit, bien, travailler sur le bien commun, on ne peut pas faire ça tout seul dans notre coin. Il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on invite des gens de différents secteurs à réfléchir avec nous pour qu'on construise cet événement-là pour qu'il soit le plus rassembleur possible. Donc, c'est ce qu'on a fait en mettant en place notamment un comité conseil qui a regroupé des gens vraiment de différents milieux de l'éducation des adultes. On a aussi fait, Daniel le disait, donc des consultations. On est allé rencontrer différentes personnes. Donc, levez donc la main les personnes qu'on est allé rencontrer. Donc, il y en a quand même quelques-unes parmi vous. Puis, honnêtement, ça a été des rencontres tellement enrichissantes et tellement plaisantes que si on avait pu, je pense, le faire pendant 2 ans, on aurait continué, Jessica et moi, à le faire. Donc, une quarantaine de rencontres qu'on a faites, puis autant pour aller rencontrer des gens qui travaillent en éducation financière, en éducation juridique, en formation générale des adultes, qui travaillent sur l'éducation à la consommation, qui travaillent en formation continue collégiale, universitaire. Donc, vraiment, d'essayer d'aller rencontrer des gens dans toutes sortes de secteurs. Le 3e mot, partage. Donc, on s'est dit, bon, on travaille sur le bien public et le bien commun. On veut aussi que ce qu'on fait soit accessible le plus possible. Donc, on a essayé de le partager, notamment par des balados qu'a préparé Jessica. Si vous ne les avez pas encore écoutés, je vous invite fortement à le faire. Ils sont vraiment intéressants. Les premiers plaçaient plus le forum, mais vous allez voir dans la suite, on donne aussi la parole à toutes sortes de personnes, dont notamment Éric ici avec Andréane, Isabelle Coutan également, des gens de l'éducation populaire. Donc, il y a plein de beaux balados aussi qui vont venir. On a aussi essayé de partager sur le site Internet ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on tirait de ces rencontres-là. Et on a également mis en place un groupe qui est accessible, un groupe Zotero qui est accessible également à partir du site Internet du Forum pour partager des ressources sur le bien public et le bien commun parce qu'on sentait que c'était nécessaire, parce que beaucoup de gens nous disaient, ben je sais pas, j'ai jamais mobilisé ces notions-là, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Puis comme je le disais tout à l'heure, selon les disciplines, puis selon les milieux dont on provient, ça réfère vraiment à beaucoup de choses. Donc voilà, pour le dire très rapidement, ce qu'on a fait dans la démarche Préforum. Donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, tiré de ces échanges-là, de ces rencontres-là, de ces consultations-là qu'on a faites, c'est essentiellement des éléments autour du bien public et du bien commun, autour des enjeux en éducation des adultes, puis autour de visions et de perspectives sur l'éducation des adultes. Bien, pour commencer, je vais inviter Jessica, on va faire une petite activité ensemble pour vraiment se mettre dans le bain, parce que qui dit bien public et bien commun, nous, on a envie aussi de savoir qu'est-ce que ça veut dire pour vous, comment vous les comprenez, ces notions-là, et comment vous les définissez. Alors, bonjour. Donc, avant de vous en dire davantage un peu sur ce qui est ressorti des consultations sur le bien public, bien commun, on voulait, comme disait Émilie, prendre un peu votre pouls. Comme ça, spontanément, quel est le mot qui vous vient à l'esprit quand on vous dit bien commun? Alors, je vais vous inviter à vous connecter. Bien public. Je vais vous inviter à vous connecter sur WooClap. Alors, le lien, il apparaît. Ouais, donc, c'est www.wooclap.com. Okay, donc, c'est l'adresse pour se connecter. Puis, pour avoir accès à cette première question-là, vous utilisez le code en haut, SPE-PQR. Ouais. Donc, wooclap.com, vous pouvez utiliser votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur pour avoir accès à cette question-là. C'est un mot, et spontanément. Réfléchissez pas trop. Et puis après, apparaîtra un nuage de mots qu'on pourra commenter ensemble. Qu'est-ce qu'il y a?
Et comme vous pouvez le voir, on a déjà des mots qui apparaissent en plus grandes lettres, donc ce sont les mots qui reviennent le plus souvent: collectivité, société, accessibilité, communauté, partage. Donc, c'est vraiment intéressant. On voit apparaître des nouveaux mots par rapport à ce qui nous a été partagé. Ce n'est pas la première fois aussi où on fait cet exercice-là pour voir qu'est-ce qui spontanément venait en tête aux gens quand on parle de bien public. Donc, santé, capital, consensus, avenir, équité, tous, la santé, la planète, la collaboration, le consensus, le communautaire. Mais on a toujours société, accessibilité, communauté, partage, qui sont vraiment au cœur du nuage de mots. Parfait. Maintenant. Merci. Maintenant, je vous invite à faire pareil, mais avec le bien commun. Donc, pareil, vous vous connectez à woclab.com, rentrez le code suivant et attends vos mots. Si vous êtes encore connecté. Oui. Si vous êtes encore connecté, c'est exactement le même code, c'est seulement la question qui a changé. Donc maintenant, pour le bien commun. Partage. Oui. Partage. Intéressant. Donc, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui pensent à partage, oui, spontanément. Intéressant. Communauté, collectif, ensemble, responsabilité, la société, l'environnement, le respect, la responsabilité, l'intérêt collectif, la responsabilité sociale, l'empathie, redistribution. Bon, il y en a énormément. On vous les partagera, le fruit de cette réflexion-là collective sur le bien public et le bien commun. Et on a toujours le partage qui demeure au centre. Oui. Communauté aussi. Et collectif. Collectif. Et collectif. Oui, c'est intéressant. Donc, Sylvie, tu pourrais revenir à la présentation. Merci beaucoup. Donc, ben voilà, c'est intéressant cet exercice-là. On l'a fait à plusieurs reprises, comme je le disais, avec différentes personnes dans différents contextes pour voir qu'est-ce qui spontanément venait à l'esprit des gens. Quand on a rencontré différentes personnes dans les rencontres d'échange, ce qu'on a remarqué, c'est que spontanément, les gens, des fois, nous disaient, je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie, donc j'ai rien à vous dire là-dessus. Je ne suis pas sûre comment distinguer les deux notions. Où commence le bien commun, où finit le bien public. Que ces notions-là aussi étaient imbriquées, donc pour les gens, beaucoup de liens, puis aussi comment les appliquer à son travail. Donc, beaucoup de gens nous disaient, c'est intéressant le bien public et le bien commun, mais généralement, quand je pense à mon travail, je ne pense pas nécessairement au bien public, au bien commun. Mais on va se rendre compte, puis c'est ce qu'on va vous partager tout à l'heure, qu'au fur et à mesure que les gens nous parlaient de leur travail, de ce qu'ils font au quotidien, bien finalement, ils travaillaient pour le bien commun. Donc, c'est ce qu'on aurait envie de vous présenter, un court extrait sur le bien commun, sur le bien public et le bien commun. Un petit extrait audio très inspirant. On vous inviterait, ceux et celles qui ont reçu une petite fiche à l'entrée, prenez le temps, pendant que vous allez écouter cet extrait-là, de noter quelque chose que vous trouvez intéressant, qui vous interpelle, que vous aimeriez retenir de cet extrait-là. Si vous n'avez pas reçu de petite fiche, utilisez votre téléphone cellulaire, votre ordinateur ou peu importe. Donc, on peut lancer l'extrait. Savoir, éducation, c'est un bien commun. Ça appartient à tous. Ça appartient à tous et ça devrait être accessible à tous, le plus possible. On se bat depuis des années au Québec pour garder justement l'accessibilité aux études quand même assez basse dans les prix pour qu'on puisse justement, que tous puissent accéder justement à l'éducation. C'est essentiel que ça reste un bien commun, puis qu'on soit tous là pour y travailler ensemble, le plus possible ensemble.
En continuité de ce qu'Andréane dit, en ce qui a trait au bien commun, c'est sûr que dans une vision éducative, une approche andragogique ou pédagogique qui est centrée sur les besoins de l'adulte ou de l'apprenant, on travaille chez l'adulte l'expression de ses besoins, puis on l'amène dans un projet de formation, dans le cadre d'une institution ou un projet de développement de compétences, mais on agit comme acteur clé dans son projet de vie. Et ça, considérant que la finalité a un impact sur le projet de vie de la personne, des apprenants ou d'un groupe ciblé, ça peut être aussi un groupe ciblé pour répondre à leurs besoins, on est beaucoup dans le bien commun. Pour moi, bien commun, je le vois comme un partage, une collaboration. C'est un peu comme une copropriété. Tu sais, tout le monde loge dans le même immeuble, vit les mêmes problématiques, utilise les mêmes valeurs. Alors, c'est un travail collectif. On partage tout ça, mais tout le monde met la main à la pâte. Alors qu'un bien public, c'est plus l'utilisation commune quand même de quelque chose, des grands dossiers comme la santé, l'éducation et tout ça en même temps, mais qui est plus du ressort public en fait. Si tout le monde se mettait ensemble pour collaborer, ça serait tellement plus facile. Ça prend un partage, puis il faut que les gens soient impliqués. Tous les espoirs sont permis. Je pense que quand on pense en termes de bien commun, l'éducation des adultes dans la société aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a, il y a de quoi faire. Puis, on peut penser que l'éducation des adultes, ça devrait être central, pas seulement en termes de business et de développement professionnel, mais aussi en termes de bien-être, de façon générale. On a une vie à vivre. Il y en a qui disent qu'il y en a plusieurs, là, mais ça, c'est un autre débat. Mais dans la vie qu'on mène, si on veut que les choses aillent bien, oui, il y a l'aspect professionnel, mais on travaille pour vivre et non l'inverse. Pour le bien-être humain de façon générale, je pense que l'éducation des adultes est centrale et fondamentale. Le bien commun, c'est un objet, une ressource, une idée qui bénéficie à la communauté, puis même à l'humanité au complet. Le bien public, c'est parmi ces idées-là, il y en a certaines qui sont tellement importantes qu'on va les confier à l'État. Donc, on veut qu'un service public s'en occupe. L'exemple le plus facile pour l'illustrer, pour moi, c'est l'environnement. Je peux être le plus grand spécialiste des questions de développement durable au monde. Si je suis seul, je n'ai aucun bénéfice privé. Il y aura une crise climatique quand même. C'est l'ensemble de l'humanité qui est concernée par ces questions. Donc, l'éducation au développement durable est un bien commun. Mais c'est tellement important que maintenant, on veut donner la responsabilité à l'État de le faire. Autre exemple, que tous les citoyens aient un minimum de connaissances et de compétences pour fonctionner dans la société, c'est un bénéfice social, c'est un bénéfice commun, c'est aussi un bénéfice privé, la personne qui l'a est capable de fonctionner, mais c'est un bénéfice commun. C'est tellement important qu'on en fait un réseau public d'éducation avec le diplôme d'études secondaires. Que tous les individus aient des connaissances de base, c'est tellement important comme bénéfice collectif, social et commun, qu'on va en faire un bien public et rendre l'État responsable. Le bien public, c'est ce qu'on a bâti au Québec depuis la Révolution tranquille, c'est-à-dire on a bâti des écosystèmes riches payés par les impôts, les taxes des contribuables, qui font en sorte que ce bien public-là nous appartient, ne le gaspillons pas. Le bien commun puis le bien public en général, c'est juste une passion, là, puis je pense que tout le monde s'identifie à ça, là, peu importe ce qu'ils font dans la vie, c'est de savoir que tu es dans une communauté solide, qui se tient, qui ne laissera pas son monde crever dans la rue, puis qui va cultiver la force et la dignité de ses membres. Pour moi, le bien commun, c'est de dire on est tous égaux, au moins devant la loi,
Puis dans notre cœur, on va tout respecter la dignité des autres. Fait que moi, ce que je veux, c'est que tu sois en santé, c'est que tu sois fort, c'est que tu sois capable, tu sens que tu as ta place. T'sais. Pour moi, c'est ça le bien commun. Puis quand j'entends bien public, je ne sais jamais trop comment faire la différence, mais dans ma tête, le bien public a comme il y a un aspect peut-être moins philosophique puis plus opérationnel. Là. Pour moi, mettons, le bien public, ça va être tout ce qui va être de l'initiative, de la publicité, c'est-à-dire l'action collective, l'action de l'État, l'action des gouvernements, l'action aussi de la sphère privée puis des intérêts privés, l'action personnelle en qualité de citoyen qui s'adresse à toutes les autres entités, toutes les autres personnes dans sa communauté. Mais moi, je veux un bien commun. Moi, c'est pour ça que je me lève pour aller travailler le matin. Là, ça, puis mes propres conditions de vie, mais je pourrais faire d'autres jobs, c'est celle-là qui m'intéresse. Là. Moi, je veux que tout le monde soit fort, digne, en santé, puis que le public, l'État, ses organisations travaillent activement, notamment par le biais de l'éducation des adultes, à donner à chacun un sentiment que j'ai ma place ici. Puis de conditions de vie qui soient dignes, même dans les moments difficiles, même dans un parcours d'immigration, même au moment de perdre mon emploi. T'sais. Quand on ajoute le mot commun et qu'on a l'expression bien commun, alors on décide que ce bien ne sera pas la propriété exclusive d'une personne ou d'un groupe de personnes. On décide que ce bien appartiendra à la communauté. C'est ce qu'on a vu avec les Creative Commons, où une œuvre est produite par un auteur, une autrice, mais au lieu qu'elle reste strictement sous le régime du droit d'auteur, l'auteur ou l'autrice décide de diffuser son œuvre en laissant la possibilité à d'autres personnes d'utiliser, de modifier l'œuvre, pourvu que donc la personne qui l'a créée soit citée et que généralement le partage se fasse à l'identique. Ça vient ouvrir ce qui était avant un peu plus restrictif avec le droit d'auteur. Donc ça, c'est ce qui est propre au bien commun, c'est cette notion de partage et d'accès. Ce qui est important dans tout ça, c'est que c'est pas parce que c'est ouvert et accessible que ce n'est pas géré. Par exemple, l'éducation des adultes, c'est à la fois un bien public, l'État le gère, et c'est un bien commun. Et c'est l'important que ça le reste, parce qu'il y a un besoin de gouvernance. Il faut qu'il y ait des personnes, des organismes communautaires qui veillent à la qualité des contenus, des formations, qui veillent à ce qui est fait. Et ce besoin de gouvernance-là fait partie du bien commun. Tu sais, l'éducation, peu importe le niveau, tu sais, moi, je me dis, on a besoin d'être éduqué de façon constante et, tu sais, ça doit durer toute la vie, là, tu sais, dans le sens que la société change toujours, tu sais, puis pour bien vieillir, pour bien vivre, pour être bien dans la société, pour être actif, ben, tu sais, il faut être capable de se mettre à jour constamment, tu sais, puis de pouvoir aller apprendre, que ce soit toutes sortes de choses, là, tu sais, je pense pas juste au milieu scolaire, mettons avec des diplômes ou une formation dans ça, mais tu sais, c'est con, mais tu sais, juste, tu sais, l'éducation pour être un citoyen, tu sais, pour réparer soi-même ces choses, pour faire pousser des choses, pour... tu sais, moi, je vois ça vraiment gros, puis je me dis, tu sais, ce qu'on n'investit pas aujourd'hui, ben c'est notre bien commun plus tard qui va être très mince et frité. C'est ça. Quelque chose qui est public, c'est pas privé. L'affaire, c'est que pour moi, bien commun, un bien public devient un bien commun quand les personnes, la population, les citoyens, les citoyennes investissent ces espaces-là. Puis ils sont légitimes de le faire et on reconnaît qu'ils sont légitimes de le faire. Donc, il y a quelque chose pour moi de bien commun qui est peut-être investi, alors que le bien public peut être un peu passif, mais être là. Il y a un potentiel de ça, mais il ne l'est pas nécessairement. Fait que c'est la différence que je ferais. Ça devient un bien commun quand les gens l'investissent puis l'utilisent comme tel.
Donc, donc j'espère que vous avez pris quelques notes pour vous-même. Donc, comme vous avez entendu, il y a beaucoup de définitions de biens publics et de biens communs, puis il y en a eu vraiment beaucoup dans les 60 personnes qu'on a interrogées. Des fois, c'est clair, des fois, c'est pas clair, mais en faisant l'analyse des données avec Émilie, on a vu qu'il y avait des éléments distinctifs qui ressortaient pour chaque notion quand même. Par exemple, pour ce qui est du bien public, souvent les notions de responsabilité, d'action de l'État, de ce qui est confié à l'État, de l'intérêt public, de l'intérêt de la société, et aussi que ce soit accessible à tous et à toutes ressortait dans la notion de bien public, tandis que dans celle de bien commun, nous avions plus les notions d'appartenance, de propriété collective, de participation, de consultation, de concertation, de collaboration. L'apprenant était beaucoup plus mis au centre quand on parlait de bien commun, les personnes, les besoins des personnes, le bien-être et la société qui est déplacée aussi au centre. Donc voilà. Ce qu'on voit aussi dans les différentes voix que vous avez entendues, c'est en quelque sorte les intersections aussi entre bien public, bien commun, puis il faut aussi ajouter dans le dialogue bien privé. Donc, si par exemple, on se dit une personne qui fait une formation pour améliorer ses conditions de vie, pour avoir un meilleur salaire, est-ce que c'est un bien privé, un bien public, un bien commun? Il y a un bénéfice personnel, mais généralement, il y a un bénéfice peut-être pour une entreprise, une organisation, voire pour la société dans son ensemble. Une entreprise qui donne accès à son catalogue de formation à un certain nombre de personnes, à certains pays, on voit souvent ça quand il y a des conflits ou il y a des guerres. Est-ce que c'est un bien commun parce que là, on rend accessible du contenu gratuitement, mais c'est quand même le fruit d'une entreprise qui peut couper l'accès à tout moment. Faire en sorte que les individus, par exemple, développent les compétences puis les connaissances qu'ils ont besoin. Est-ce que ça relève du bien public? Donc, est-ce que c'est la responsabilité de l'État de s'assurer que tous et toutes puissent avoir accès à la formation dont ils et elles ont besoin? Bien, il y a probablement, c'est pour ça qu'on parle d'intersection, on est certainement à quelque part dans bien privé, bien public, bien commun. Donc, vous m'entendez? Un autre point qui est ressorti, c'est aussi la grande diversité des témoignages qu'on a recueillis quand on parlait de la contribution au bien commun de chaque personne. Cette diversité résultait d'une part par le fait qu'on est allé interroger un très grand nombre de secteurs, mais on s'est aussi aperçu qu'il y avait une diversité de contributions, qu'elle venait en quelque sorte du fait que les gens contribuaient au bien commun en fonction de la mission aussi et de la vision de leur propre organisation ou institution. Par exemple, pour certains, contribuer au bien commun, c'est répondre aux besoins du marché du travail, tandis que pour d'autres, c'est favoriser l'autonomisation, la capacitation des personnes, la confiance en eux, favoriser le développement des personnes, des collectivités, des entreprises. Il y en a pour qui c'est augmenter la littératie financière, donc avoir moins d'endettement, de faillite et de stress. Donc, on se doute bien que ce sont des gens qui travaillent dans la finance. Pour d'autres, ce sont de rendre le droit accessible à tous les adultes. Donc, un autre élément qui est apparu vraiment important dans les échanges qu'on a faits, c'est de parler des enjeux. Parce que quand on parlait avec les gens de qu'est-ce que c'est le bien public, le bien commun, qu'est-ce qu'ils font au quotidien, bien, il apparaissait aussi toutes sortes d'enjeux ou toutes sortes de barrières, de freins au bien commun. On aurait pu faire une présentation uniquement sur tous les enjeux parce que je crois qu'il y en a énormément. Je pense qu'on vous apprend rien de nouveau, rien de neuf en les mentionnant, mais on veut quand même prendre le temps de les mentionner parce que ce sont ce que vous voyez ici à l'écran, donc ceux qui revenaient le plus. Donc, des enjeux d'accessibilité, accessibilité économique, accessibilité géographique, les enjeux de financement des personnes, financement des formations, financement des organismes. Il y a des organisations qui n'ont aucun problème avec cet enjeu-là, mais pour d'autres, en éducation des adultes comme en éducation populaire, il y a une bataille presque, il y a une survie continuelle depuis trop longtemps. L'accompagnement et le soutien, donc l'importance d'offrir tout ce qui est nécessaire aux apprenants et aux apprenantes pour qu'elles puissent réussir, qu'elles puissent cheminer comme elles le souhaitent.
La question de la reconnaissance et de la visibilité de l'éducation des adultes, mais aussi de certains secteurs. Je mentionnais tout à l'heure l'éducation populaire, l'alphabétisation populaire, bon, des secteurs qui en arrachent peut-être plus que d'autres. Puis c'est important de reconnaître leur contribution puis leur rapport à l'éducation des adultes. La question d'un manque de culture de formation continue au Québec, donc oui, il y a des choses qui se font. Est-ce qu'il s'en fait suffisamment? Donc beaucoup de gens nous ont dit non, il faut qu'on en fasse plus, il faut que les employeurs en fassent plus, il faut que tout le monde en fasse plus pour qu'il y ait une véritable culture de formation continue. Bien évidemment, la question de la pénurie de main-d'œuvre et du plein emploi qui touche vraiment tous les secteurs, que ce soit dans la difficulté à recruter des apprenants et des apprenantes pour certains types de programmes, peut-être que c'est des enjeux que vous vivez, ou que ce soit encore pour recruter carrément du personnel pour pouvoir offrir des formations, offrir des services. Le cloisonnement et la collaboration, je pense que c'est apparu sur les lèvres d'à peu près toutes les personnes avec qui on a discuté. Donc, l'importance de décloisonner les secteurs, de décloisonner l'éducation des adultes. Beaucoup de milieux qui ne se parlent pas. Puis, on l'a vu quand on rencontrait des gens en éducation financière, en éducation, par exemple, juridique ou en formation générale des adultes. Donc, il y a toutes sortes de secteurs qui ne se parlent pas nécessairement, mais qui auraient intérêt peut-être à se parler davantage. Puis donc, l'idée qu'il y ait plus de collaboration et plus de collaboration intersectorielle, interordre d'enseignement. La recherche en éducation des adultes, un enjeu aussi important, je l'ai mis ici, c'est pas parce que ça a été mentionné par tout le monde, mais c'est parce que ça nous semble un enjeu qui est très intéressant, qui est très important, donc le manque de recherche puis le manque de financement de la recherche en éducation des adultes. L'offre de formation, donc ça inclut toutes sortes de choses, la formation à distance qui pose toutes sortes d'enjeux selon les milieux. L'offre de formation, pour certains, il y en a trop. Pour d'autres, c'est bien qu'il y en ait beaucoup. D'autres nous parlaient de dédoublement, alors que pour d'autres, bien, beaucoup d'offres de formation, ça veut dire qu'on essaie de répondre à tous les types de besoins qu'il y a. Et les conditions de travail des personnes qui travaillent en éducation des adultes. Donc, c'est important qu'on prenne soin des personnes qui travaillent en éducation des adultes. Donc, ce qui était intéressant de cette consultation, de ce qui est ressorti en fait, c'est aussi que de discuter des notions de bien public et de bien commun ont permis en fait toutes sortes de partages, comme arriver par exemple à la vision des personnes et aux perspectives des personnes et même aux idéaux des personnes concernant soit leur secteur, soit l'éducation des adultes en général. Donc il y a une note positive qui est sortie de ça parce qu'on le sait. Les enjeux sont là, ils sont omniprésents dans notre quotidien quand on va à notre travail. Mais il y a du positif, c'est ce que je veux dire. Il y a du positif dans les pratiques existantes déjà. Il y a des très belles pratiques qui se font, vous le savez, en éducation des adultes. Mais il y a aussi du positif parce que vous portez tous et toutes des visions et des perspectives qui sont très importantes pour construire l'avenir de l'éducation des adultes. Et parce que en fait, ces visions, finalement, vont guider nos actions et vont donc influencer nos pratiques aussi. Donc, c'est l'intention de notre forum, de vous rassembler ici, de vous réunir ensemble, de prendre le temps de réfléchir ensemble et de penser collectivement à une éducation des adultes qui soit orientée vers un plus grand bien commun. Donc, on a un deuxième extrait. C'est un peu le même exercice que tout à l'heure. On vous encourage encore une fois à noter quelque chose que vous trouvez intéressant dans ce partage-là, quelque chose qui vous surprend ou quelque chose que vous aimeriez retenir. Pour moi, l'éducation des adultes, c'est un très fort levier vers plus de justice sociale. C'est un outil de pouvoir sur sa vie. Et c'est ça qui me plaît. Et je veux vraiment qu'on en parle de plus en plus et que ce soit un bien partagé. Parce que je crois que se former pour plein de gens, ça peut servir à améliorer ses conditions de vie, à acquérir des connaissances et des compétences pour mieux se comprendre et gagner du pouvoir d'agir sur le monde qui nous entoure. Ça permet de mieux défendre ses droits, ça permet de mieux comprendre sa place dans la société, de comprendre qui on est en tant qu'humain, en tant que société humaine et de gagner de la liberté d'action, de faire des choix éclairés.
Alors c'est sûr qu'en disant ça, je crois que j'en mets beaucoup sur les épaules de l'éducation des adultes, mais j'y crois vraiment. Accompagnement. Un adulte qui revient aux études, là, c'est un adolescent qui commence le cégep. Il a fini ses études. Lui, dans sa tête, il avait terminé. Il avait juste terminé. Il continuait son petit bonhomme de chemin. Il faisait sa vie. Mais là, on lui dit, non, tu vas retourner sur les bancs d'école. Mais il faut l'accompagner parce que c'est pas vrai que c'est facile. Parce qu'il vit avec d'autres réalités qui est souvent la conciliation travail-famille. Mais là, on rajoute une autre chose. On dit travail, famille, études. Même si c'est l'étude à temps partiel, c'est quand même travail, famille, études. Et souvent, les études, c'est la première chose qu'il va quitter. Il ne va pas quitter son travail, puis il ne va pas quitter sa famille. L'idée, c'est de créer la réussite, d'amener les étudiants adultes à être fiers de leur parcours, à être fiers de leur réussite, à dire « je suis pas un citoyen de seconde zone, OK, parce que je suis immigrant. OK? Non, je fais partie de l'avenir du pays. » Ce qui me motive personnellement et professionnellement, c'est vraiment le besoin de l'adulte, où il est, qui il est, puis selon de l'aider à définir, je reviens beaucoup sur projet de vie, sur cheminement, puis de contribuer à l'expression de son besoin, à l'expression de sa demande, lui offrir une opportunité, une chance d'accéder à, par exemple, une formation qualifiante ou non qualifiante, puis de le soutenir tout au long du processus jusqu'à la fin, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. J'ai eu la chance de le faire à plusieurs reprises, quand même dans des contextes difficiles. Et puis ça prend aussi en même temps une grande humilité parce que c'est pas nous qui mettons nécessairement le tempo ou le rythme. On n'impose pas le rythme, on est là en soutien, on est là en accompagnement. Il faut accepter les ruptures, les interruptions. Il faut favoriser le retour, cette possibilité-là. Mais quand on regarde, par exemple, un apprenant et son parcours et son développement et ce qu'il a atteint, puis qui goûte à la réussite, de dire « Ah, j'ai été capable », puis après ça, ça change en je suis capable et je serai encore mieux », bien, moi c'est pour ça que je suis payé. On peut amener des gens, à un moment donné, à développer une vision un peu plus critique, puis peut-être même à faire partie d'un comité ou à venir à une manifestation ou à changer la vision aussi qu'ils ont ou leur lecture, de dire que ben, s'ils sont pauvres ou s'ils sont analphabètes, c'est parce que c'est leur faute. Puis ça, c'est un des grands travaux qu'on a à faire là, en éducation populaire autonome. C'est toute cette déconstruction d'un discours que les gens ont intégré, parce qu'à l'école, on leur a insufflé là, cette idée-là qu'au bout du compte, ils sont responsables de leurs conditions. Puis tant que c'est pas fait, ben on peut pas demander à quelqu'un de revendiquer ses droits. Parce que si tu es convaincu que c'est toi qui es responsable, parce que tu étais paresseux, parce que tu as la tête dure, parce que tu es mal organisé, toutes ces fausses raisons-là, ben c'est gênant de dire j'ai le droit à ça. Mais quand tu comprends que c'est quand tu déconstruis ça avec les gens, ben là, tout d'un coup, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose, et tiens, puis qui n'ont pas eu les conditions, peut-être, pour réussir à l'école. Fait que c'est des conditions que ce n'est pas eux autres qui ont choisi. Bien là, tout d'un coup, tranquillement, pas vite, il peut y avoir une affirmation, puis une libération, je dirais aussi, là. Fait qu'elle est là, en fait, notre vision de l'éducation des adultes, je pense, de dire, bien, c'est à qui de s'en occuper, puis dépendant des milieux, est-ce que l'éducation des adultes, ça doit toujours venir de l'adulte, de l'apprenant, du participant, ou comme l'entreprise, qui est la personne qui présentement accueille cette personne-là, a à s'en occuper. Ça serait vraiment important que les milieux de travail, les entreprises deviennent des lieux de formation. Puis ça reste très, très, très difficile de convaincre les entreprises qu'il faut qu'ils forment la main-d'œuvre. La main-d'œuvre est chez eux 40 heures par semaine.
comment tu veux demander à un adulte, en plus, d'aller continuer sa formation quand il y a 40 heures de travail, plus les enfants, plus ci, plus ça? Quand on dit que, tu sais, nous, ce qu'on voudrait puis ce qu'on souhaite depuis des années, c'est qu'il y ait vraiment, à un moment donné, bon, là, on revient à la politique d'éducation des adultes, mais qui disent les milieux de travail, c'est aussi des milieux de formation, puis que tout le monde, tous les employeurs, tous les gestionnaires acceptent qu'il y a une partie du 40 heures qui doit être dédiée à la formation. Peut-être que l'emploi, ça ne fonctionne pas pour toi pour des raisons ou pour une autre, mais ça ne veut pas dire que tu ne sers à rien. Tout le monde a quelque chose à contribuer. Tout le monde veut contribuer quelque chose. Puis, tu sais, oui, on peut assurer les besoins de tout le monde, mais après, il y a une responsabilité collective aussi à assurer un espace de participation à tout le monde qui est significatif, qui est réel, là, qui n'est pas juste d'être un poteau à quelque part, là, puis dire « Ah, il y a trouvé un spot », tu sais. C'est que les gens sentent qu'ils servent dans la mesure de leur capacité aussi, tu sais. C'est une des énormes frustrations des personnes assistées sociales, là. Il y en a plein, là. Mais une, c'est de dire « C'est vraiment con, je serais capable de faire mieux que ce que je fais, mais coudonc, moi je saute le dîner à tous les jours, tu sais, ou tu sais, je dors mal parce que j'ai faim, j'ai pas de quoi me déplacer pour me rendre à quelque part, tu sais, je sais même pas si je vais pouvoir payer mon loyer le mois prochain, je suis pas disponible là, pour m'impliquer nulle part, là. On parle même pas juste d'emploi, mais bénévolement, ou tu sais, organiser une ruelle verte, tu sais, quelque chose, tu sais. Les gens sont fâchés, ils disent « Coudonc, permettez-moi d'avoir juste ce que j'ai de besoin, puis je vais pouvoir m'impliquer, tu sais, de manière salariée ou non, là, ça, c'est pas important, là, mais juste d'offrir une place à tout le monde, tu sais. Puis ça, c'est une responsabilité qu'on se donne pas, tu sais, puis qui est souvent évacuée là, au profit seulement des besoins de base, tu sais. De contribuer à ce que les personnes se perçoivent comme suffisantes, capables de solidarité ensemble, pas seuls dans des réseaux chaleureux, tu sais. Puis si j'y crois, c'est que je pense que c'est possible, que c'est pas si compliqué que ça, tu sais. Que l'insertion puis l'inclusion sociale des personnes en éducation des adultes soit dans le discours davantage. C'est un peu ce que je déplore. C'est comme si ce qui était valorisé, c'était l'aspect économique de ces politiques-là, puis de ces mesures-là, puis de tout le travail qui est fait dans les centres FGA, les centres DFP, tout ça. Je voudrais que soit inclus aussi un discours plus citoyen, si je peux dire, là. Ça offre des voies qui permettent à des gens de s'engager dans des parcours qui leur offrent une occasion de réussite supplémentaire, t'sais. Puis de réussite pas anodine, là, comme qui permet de changer leur emploi, leurs conditions de vie, puis tout ça. J'ai évidemment toutes sortes de causes qui me tiennent à cœur, mais celle-là, je la trouve particulièrement importante. Je veux partout où je vais, que les gens sentent, moi, je m'engage dans quelque chose. Je vais au gym. Je prends un cours sur les impôts, j'apprends à réparer mon vélo, n'importe quoi. Je m'engage dans quelque chose qui me rend plus compétent, plus apte, plus autonome. Moi, je trouve toutes ces démarches-là hyper bonnes, courageuses, enrichissantes. Puis aux adultes, à tous les niveaux, il y a des défis pour ces démarches-là. Fait que mon message, c'est comme le suivant, là, c'est plus pour les étudiants, puis les profs. C'est comme merci pour ce que vous faites. Vous créez du courage, vous créez de la confiance en vous ou en vos apprenants. Puis moi, il n'y a rien qui me ferait plus plaisir en matière de bien commun que tout le monde se promène le menton haut dans les airs en sachant j'ai de la valeur, puis quand ça va mal, les gens vont me tenir, t'sais. Donc voilà la fin de ce deuxième extrait. J'espère que vous les avez trouvés inspirants. Nous, on voulait vraiment pas juste faire entendre nos voix, mais quand on entend ce que les gens disent, on capte aussi l'émotion puis tout ce qui va avec. Donc, c'est ce qu'on voulait vous partager ce matin. On aura certainement l'occasion de continuer à parler de cette démarche-là pré-forum, mais surtout de continuer. Puis avant de vous laisser puis de repasser la parole à Daniel, on aimerait terminer sur une magnifique fresque qui a été faite par Mylène, donc qui rend compte de cette démarche-là pré-forum.
Donc, évidemment, de loin, c'est... Évidemment, de loin, c'est un peu difficile de la voir, puis il y a tellement de petits détails que c'est vraiment plaisant de prendre le temps de la regarder. On va la laisser un certain temps à l'écran, mais on va aussi de toute façon la partager sur le site du forum, puis dans les réseaux sociaux pour que vous puissiez en prendre connaissance. Merci beaucoup. J'ai presque envie de ne pas parler pendant quelques secondes, vous laisser... C'était ce qu'on voulait faire en première ronde, c'est vous faire réfléchir, vous faire zoomer sur notre événement, vous amener à la réflexion, votre réflexion, avant qu'on passe aux discussions. Et au retour de la pause, donc, Éric, Isabelle et Marjorie, je leur laisserai le temps à mes discutants, co-animateurs, je ne sais pas comment les appeler, je vais les appeler par leur prénom, de nous partager leurs premières impressions, leurs réflexions, puis de vous stimuler. Et donc, pour ce qui est de la pause, j'en dirai pas plus. Je vais vous laisser réfléchir, échanger, etc. On va reprendre les travaux pour les gens en présentiel et les gens en ligne à 10h45. Donc, vous avez un 20-25 minutes. C'est assez pour commencer à échanger. Vous avez vu la pause, ou bien vous accédez par le corridor ici, tout en bas, ou si vous êtes à l'extérieur, vous descendez les escaliers et vous arriverez dans le hall. Donc, 20 minutes, c'est assez là, pour rester discipliné. À 10h45, on reprend les travaux. Puis je vous laisse à vos réflexions et à celles des gens avec qui vous discuterez. À tout à l'heure.